Nous avons maintenant un temps dédié au tiers-lieu éducatif avec quatre intervenants. Donc Stéphane qui est déjà intervenu aujourd'hui sur la fabrique des possibles. Alexandra Bion qui est déjà intervenue aussi aujourd'hui, qui nous vient du rectorat de Nancy-Metz et qui est directrice du programme Astérie. Alexandre Benassar, chef de projet de tiers-lieu édu. Et Clémentine Resf du pôle Émilie du Châtelet qui est intervenue ce matin. Donc on démarre par le projet Astérie et on suivra avec Alexandre Thierry éducatif et Paul-Émile du Châtelet. L'idée c'est aussi d'échanger entre vos trois types de projets de tiers éducatif pour pouvoir voir comment ces tiers éducatifs sont des nouvelles formes d'apprentissage qui se développent dans notre région. Alors, oui, merci beaucoup. J'espère que vous m'entendez bien. Je peux mettre un petit peu plus fort s'il faut. Voilà, vous m'entendez bien? Très bien, merci beaucoup. Alors, je vais simplement me présenter et remettre dans le contexte aussi le projet. Donc, moi, je suis Alexandra Billon. Initialement, je suis professeure de SVT en lycée. Je suis actuellement détachée ou en détachement administratif pour être depuis septembre 2024 pour assurer la conduite du projet, la gestion du projet Astérie. Donc, ce projet Astérie, qui veut dire ambition scolaire sur tous les territoires éducatifs à l'aide d'un réseau innovant et engagé. Je triche parce que c'est écrit sur la diapo et fort heureusement pour moi. Il est issu d'une réponse à un appel à manifestation d'intérêt qui s'appelle Innovation dans la forme scolaire et qui a été édité en 2022. Et le rectorat de Nancy-Metz est porteur de ce projet on va dire qu'il a été lauréat de ce projet en juin 2023. Il y a eu encore de nombreux méandres administratifs à résoudre et la convention de financement a été actée en 2024, juin 2024. Et on va dire que l'opérationnalité du projet débute à partir de, euh, je ne vais pas dire opérationnalité, c'est-à-dire sur le terrain, janvier 2025. Alors, si vous pouvez passer à la suivante, pardon. Euh, et encore à la suivante, parce qu'il y a des choses qui... Ah, ou alors des choses ne sont pas apparues. Non, mais c'est pas grave. Alors non, excusez-moi, retournez en arrière, mais il y a des choses qui ne sont pas apparues en copiant-collant, mais c'est pas grave, je vais simplement expliquer. Donc ce projet, il a pour enjeu de réduire les inégalités par l'innovation dans la forme scolaire, et je vais expliciter ce qu'est cette innovation dans la forme scolaire après, dans le cadre de ce projet. Et il repose sur de nombreuses expériences ou expérimentations qu'a réalisé l'Académie de Nancy-Metz, à savoir pardon, pas les territoires éducatifs ruraux, des projets FEDER ou FSE+, qui ont été engagés par certains services du rectorat. L'Académie aussi a soutenu ce qu'on a appelé des projets CNR, qui constituent le Conseil national de la refondation et qui ont permis d'accompagner des projets et de financer des projets dans les établissements scolaires. Et j'en ai oublié un parce que je n'ai plus mon anti-sèche. TNE, Territoire numérique éducatif, qui a été aussi un appel à projet qui a permis de financer des projets autour du numérique sur le territoire des Vosges. Donc, forte de toutes ces expérimentations, il a été décidé, comme je vous le disais, qu'en 2022, l'Académie postule à cette AMIFS avec pour objectif de consolider ces expérimentations, de les déployer sur un plus grand nombre de territoires, voire tous les territoires de l'Académie, de les mettre en cohérence aussi, de faciliter le travail ensemble avec toujours pour finalité l'excellence, l'égalité et le bien-être. Voilà, là maintenant on peut passer à la suivante, s'il vous plaît. Donc ce projet Astérie, il repose sur trois grands axes ou trois leviers, dont le levier principal est l'installation de tiers-lieux éducatifs dans tout ce qu'on appelle les bassins d'éducation et de formation de l'Académie de Nancy-Metz. Il y a 17 BEF actuellement. Ça correspond au niveau politique un petit peu aux circonscriptions. Politique, je parle, hein. Donc, par exemple, en Meuse, il y a deux bassins, nord et sud, Vosges, deux bassins, est et ouest, etc. Donc, un tiers-lieu éducatif dans chacun de ces BEF. Ces tiers-lieux éducatifs, on va les alimenter grâce au projet et à la subvention obtenue par des solutions éducatives innovantes qui vont soit être co-développées avec des entreprises de la tech, mais aussi avec des laboratoires de recherche de l'Université de Lorraine. Et le but aussi, et ça sera les actions qu'on va mettre en place dans le cadre du troisième axe, c'est de créer des communautés pour justement faciliter le faire ou le travailler ensemble. Le public cible premier de ce projet, ce sont les élèves.
Donc, on est vraiment sur l'éducation, la pédagogie aussi, les enseignants, les personnels éducatifs au sens large et les familles. Et ce projet a une durée de réalisation de globalement 5 ans. Alors, j'ai mis 4 juillet 2023 parce que c'était vraiment le début officiel du projet. Mais maintenant on a commencé en 2024-2025, il nous reste à peu près 5 ans pour le mettre en place, maximum. Voilà pour cette diapositive. Donc, le projet, comme je vous l'ai dit, il est porté par le rectorat de Nancy-Metz. Donc, c'est lui qui est bénéficiaire de la subvention. Et ensuite, il la redistribue sur un budget naturellement préétabli, à 10 partenaires, dont 2 collectivités, 5 laboratoires de recherche, 2 entreprises EdTech, pardon, et une association, la Fabrique des Possibles, avec laquelle on travaille déjà depuis plusieurs années au niveau du rectorat de Nancy-Metz. Et naturellement, le rectorat, en fait, il va aussi s'assurer de mettre en cohérence le fonctionnement de ces services, tels que les SDEN ou des services plus pédagogiques comme la DRAN, le CLEMI, peut-être vous avez déjà entendu parler au travers de vos différentes actions dans vos tiers-lieux. C'est pas, voilà, donc CLEMI, c'est tout ce qui était éducation média à l'information. La DRAN, c'est numérique éducatif. La CARPI, c'est la cellule de l'innovation pédagogique, etc. Donc, on va essayer, et on le fait déjà, hein, de faire fonctionner l'ensemble des partenaires et des services du rectorat en cohérence pour mettre en place les actions du projet Astérie. Ensuite, s'il vous plaît. Oui, je peux vraiment. Non, je peux pas. Et donc, pour résumer un petit peu les innovations et les objectifs qui sont attendus par ce projet, donc les tiers-lieux éducatifs ont vocation à devenir de véritables leviers des transformations pédagogiques, des vecteurs d'innovation, et ils sont des points d'ancrage dans les territoires, ce qui nous manque parfois dans l'éducation nationale pour raccrocher au service du rectorat. Ensuite, les solutions innovantes qui vont pouvoir traiter de thématiques telles que les savoirs fondamentaux, l'orientation, l'engagement de l'élève, le bien-être et le climat scolaire, patrimoine, agriculture et les technologies émergentes. On voit bien qu'on n'a pas ces tiers-lieux n'ont pas vocation à avoir une thématique donnée, mais au contraire essayer de balayer un maximum pour répondre toujours aux besoins identifiés dans chaque territoire et des communautés. Donc l'impulsion du travail ensemble, la cohérence entre des dispositifs qui sont souvent très multiples dans l'éducation nationale, et on le sait. Et maintenant, comment on peut faire pour que ce soit lisible, cohérent, et notamment avec les partenaires extérieurs. Et tout ça en se fondant aussi sur un réseau humain qui existe, mais qu'il faut parfois faire travailler davantage en cohérence. Et ce consortium de partenaires, de services du rectorat au service des élèves et des besoins du territoire, c'est aussi en ça une innovation, puisque c'est la première fois qu'on a un projet au sein du rectorat qui n'est pas porté par un service, mais pour le moment par moi, avec mes supérieurs hiérarchiques, c'est-à-dire le secrétariat général, mais donc on va dire par une équipe qui est extérieure en fait à tous les services du rectorat. Je n'ai pas de chef de service, on va dire, j'ai des supérieurs, mais pas de chef de service, et je ne suis pas moi-même une chef de service, mais on est au service justement des services et surtout au service des besoins identifiés. Voilà un petit peu comment on peut présenter Astérie et les innovations portées et visées. Je peux vous demander de passer la suite, s'il vous plaît. Alors, je vous ai parlé des tiers-lieux éducatifs comme véritable levier de transformation. Donc, c'est tous nos enjeux et on est vraiment attendu de ce côté-là par nos financeurs. Donc, on a 5 ans, hein. C'est pas pour demain non plus, hein, mais ils nous posent déjà beaucoup de questions dessus et surtout comment on essaie de les mettre en place. Donc, actuellement, il y en a 7 qui sont en activité, dont un dans les locaux de la Fabrique des Possibles. Donc, vous voyez à peu près les autres où ils sont dispatchés. Le but, c'est d'aller aussi dans des lieux assez éloignés de ce que moi j'appelle le sillon, enfin qui est souvent appelé comme ça, hein, le sillon Thionville, Metz, Nancy, comment on appelle ça, Nancy-Épinal. Et donc d'aller dans des endroits un petit peu plus reculés, sans être péjorative, hein. Je suis meusienne de naissance, donc je sais très bien ce que c'est que le milieu rural. Et le fait de devoir prendre sa voiture pour faire peu de kilomètres hein, aussi. Et l'idée, c'est même si on est dans des agglomérations, c'est de bénéficier, comme à Vendeuvre ou à Forbach, à des quartiers, enfin d'être en lien avec des quartiers prioritaires de la ville ou aussi où il y a des cités éducatives souvent qui sont aussi installées. Euh, Et à chaque fois, on a un directeur ou une directrice opérationnelle qui est nommé au niveau de ces tiers-lieux éducatifs et qui ont vocation à coordonner ce lieu avec justement les autres dispositifs qui peuvent exister ou les structures qui les accueillent, que ce soit un établissement scolaire ou une association, d'accompagner les projets pédagogiques ou les projets éducatifs qui ont été identifiés pour répondre à un besoin.
remontées du territoire ou proposées par un service du rectorat ou un partenaire, de consolider les réseaux, de les ouvrir aussi aux partenaires extérieurs et de communiquer. Et ça, on est encore en pleine construction sur ces sujets. Voilà pour les tiers-lieux. Alors, ces tiers-lieux, on les a imaginés dans une définition assez succincte comme un environnement d'apprentissage pleinement revisité, hein. Je vous ai dit que le public cible initial, c'est les élèves et faciliter l'acquisition de compétences, faciliter les apprentissages, mais en prônant, en essayant de faire autrement avec des ressources et des actions en itinérance pour tous les élèves, parce que c'est un tiers-lieu sur parfois un très très grand territoire. Donc comment on fait pour aller toucher tous les élèves de ce territoire? C'est aussi un lieu de formation et de ressources pour les enseignants et un lieu ouvert aux familles. Alors maintenant, comment ça fonctionne? Donc, ce que je vais vous présenter dans la diapo suivante, c'est ce qu'on a essayé de construire depuis, on va dire que j'ai pris mes fonctions et depuis surtout qu'on commence à accompagner des projets. Donc, on a une équipe de pilotage et un directeur opérationnel pour chaque tiers-lieu. L'équipe de pilotage est constituée donc par l'équipe Astérie, dont je fais partie, et aussi mes supérieurs hiérarchiques au niveau du secrétariat général de l'académie et le directeur de la pédagogie. À partir de là, toute personne peut potentiellement demander une aide ou identifier un besoin, donc que ce soit des enseignants, des chefs d'établissement, ce qu'on appelle des animateurs de BEF qui sont aussi des chefs d'établissement, des services du rectorat, des inspecteurs, des partenaires du projet, des coordonnateurs d'autres dispositifs, qu'ils appartiennent ou non à l'éducation nationale, et en lien donc avec le directeur opérationnel. À partir de là, on va envisager d'accompagner le projet ou pas. C'est-à-dire qu'il y a une première étude et on va privilégier les actions et les projets qui seront mutualisables. Je ne sais pas si ce terme existe, mais je l'invente pour l'occasion. Ensuite, qui puissent être partagés, qui puissent être en itinérant, enfin que le partage, pardon, que les ressources qui vont être associées ou qui vont être achetées par le projet puissent être partagées et en itinérance. J'entends par là qu'on n'achète pas un équipement pour un établissement donné, pour une action donnée. Ensuite, il faut que les expérimentations qu'on va proposer soient ancrées dans les territoires, c'est-à-dire qu'on ait des élèves, qu'on ait des enseignants qui soient identifiés tout de suite au moment où on met en place l'action pour avoir des retours d'usage et pouvoir se dire, au travers d'une évaluation des projets accompagnés, eh bien, OK, c'est performant, c'est probant, c'est pertinent par rapport aux besoins qui a été identifié et on continue l'année suivante et on essaie aussi d'étendre sur les territoires ou non, au final, ça fonctionne pas et là, on arrête ou alors on modifie et on retrouve quelque chose de plus pertinent. Donc au final, va pouvoir alors se constituer une offre de service au niveau d'un tiers-lieu éducatif avec à chaque fois des actions spécifiques qui vont répondre au plus juste des besoins identifiés du territoire en question, mais aussi des actions communes en fait, à force, entre tous les tiers-lieux, parce qu'on se rend compte quand même qu'au niveau des territoires qu'on est en train d'accompagner, il y a quand même des thématiques éducatives qu'on retrouve, enfin à résoudre un petit peu ou à accompagner qu'on retrouve dans chacun des tiers-lieux. Et ce qui est en train de se profiler, et c'est tout frais, c'est qu'on a nos tiers-lieux qui fonctionnent déjà un petit peu en communauté et on voit que certains commencent à s'identifier avec des thématiques, une ou deux thématiques, on va dire, phares et qui n'ont pas tout à fait les mêmes. Et au final, ils se proposent maintenant d'aller travailler avec le tiers-lieu, par exemple de Meuse, sur une action, comment on va dire, je dis n'importe quoi, enfin pas n'importe quoi, mais une action, on va dire, plus art et culture qui est faite dans les Vosges. Et au lieu que la Meuse se forme à tout, enfin que la directrice opérationnelle qui tient le tiers-lieu, qui est toute nouvelle en plus, se forme à cette action, c'est la directrice opérationnelle par exemple, Mirecourt, qui va venir en appui. De même qu'on a le tiers-lieu éducatif de Gérardmer, qui est plus axé sur le bien-être, le sport, la santé mentale des élèves, lui se propose d'accompagner des actions dans d'autres tiers-lieux. Et ainsi, chacun va commencer à avoir aussi une spécificité qui pourra mettre au service des autres pour éviter aussi l'épuisement dans ce rôle de coordination et ce rôle central qu'ils ont de coordination. Naturellement, ce qu'on est en train de faire aussi et qui est toujours en construction, c'est d'essayer de les outiller, entre guillemets, enfin, de procédures, de fichiers, d'annuaires pour qu'ils puissent s'en sortir ou d'inventaires pour qu'ils puissent s'en sortir et faciliter leur travail, notamment de mise en commun et de partage. Voilà un petit peu comment fonctionnent actuellement les tiers-lieux qui sont en fonctionnement. Je peux vous demander la diapo suivante, s'il vous plaît.
Alors, ces tiers-lieux, comme je vous l'ai dit, sont vraiment le levier principal pour transformer et de l'innovation dans la forme scolaire dans le cadre du projet Astérie. Et pour ce faire, ils vont être évalués par la recherche. Et vous avez parlé tout à l'heure, je crois, un de vos collaborateurs a parlé de l'ERPI. Donc, c'est l'ERPI qui va nous accompagner. Et donc là, on est on va construire avec eux d'ici juillet jusqu'à septembre le protocole scientifique et notamment l'identification des indicateurs qualitatifs qui vont permettre d'évaluer cet impact des tiers-lieux sur l'évolution des usages et des compétences des élèves qui vont participer à ces tiers-lieux éducatifs ou bénéficier plutôt de ces tiers-lieux éducatifs. Donc voilà, s'il vous plaît. Alors c'est pareil, tout est apparu en blanc, mais c'est pas grave, je vais me débrouiller autrement. Donc l'axe 2, je vous avais dit de ce projet, c'est d'alimenter aussi des tiers-lieux par les partenaires. On en a 10, donc c'est pas rien. Mais aussi les services du rectorat qui vont pouvoir proposer des actions autour de thématiques qui vont faciliter les apprentissages autour du parcours de l'élève pour le rendre acteur de son parcours, notamment dans l'orientation. Sur le bien-être aussi, se sentir bien dans son établissement ou des actions qui leur permettent d'être mieux, tout simplement. Et j'ai oublié le troisième, je crois, c'est des parcours qui permettent aussi la réussite scolaire, donc au sens global. Donc ça, ce sont des actions qui sont déjà portées par des services du rectorat, mais qui vont aussi être complétées par des actions portées par les partenaires du projet. Je peux donner un exemple par le Conseil départemental des Vosges, qui est une des collectivités partenaires, organise actuellement dans les Vosges depuis l'année dernière des parcours découverte des métiers en organisant collaboration avec la DSDEN des Vosges, un forum expérimétier qui fait intervenir 40 entreprises et ils les ont challengés pour proposer aux élèves une présentation de leur entreprise sous forme interactive. Et puis aussi des CIO, intervention aussi du CIO des Vosges pour préparer en amont ce forum des métiers. Pour y avoir participé, c'était extrêmement enrichissant et les élèves avaient 20 minutes par atelier et pouvaient poser toutes les questions qu'ils voulaient. Et c'était sur une demi-journée pour ce forum. Et la deuxième demi-journée, le CD 88 avait organisé aussi une visite ou deux visites d'entreprise, suivant où c'était localisé. Donc de vraies journées d'accompagnement et de faire autrement pour, on va dire, améliorer le parcours d'orientation des élèves. Et c'était destiné à des élèves de quatrième, qui ne sont pas toujours accompagnés. On pense souvent au troisième par rapport à l'orientation. Voilà, donc ça c'est un exemple de ce qui peut se faire. Et ensuite, voilà, moi j'ai un petit peu anticipé, donc voilà, parmi les principales actions réalisées, donc celle de gauche, ça correspondait à la découverte des métiers, donc qui est portée par le CD 88. On a aussi le département de Meurthe-et-Moselle qui participe à l'aménagement des locaux dans le cadre du projet Astérie pour essayer d'apprendre autrement au sein de la classe. Des équipements aussi qui sont apportés par le CD 54, donc pour les collégiens 54, d'outils numériques. On a des actions autour des microfolies, dont celle de Mirecourt qui est portée par la Codecom, mais qui est utilisée par le tiers-lieu éducatif ESJ de Mirecourt. On a des actions transfrontalières qui sont en train de se mettre en place et par les services du rectorat, on a des outils numériques qui sont mis à disposition des élèves pour toujours pareil améliorer les apprentissages et faire un petit peu autrement et pour redonner envie et participer à l'engagement de l'élève. Voilà, donc pour les principales. Celle-là, c'est celle que je viens de vous décrire, pardon. Et donc, l'idée, c'est de poursuivre naturellement ces actions, donc vous voyez que ça s'est un petit peu étoffé par rapport à celle des partenaires. Et puis aussi, l'identification de projets pédagogiques issus de territoires pour être accompagnés. Et ce qu'on s'attache à faire, c'est que quand les projets pédagogiques sont issus des territoires, donc c'est de le partager déjà au sein de tous les tiers-lieux, parce que ça peut correspondre aussi à des besoins d'autres territoires, et puis d'engager les services du rectorat de la thématique identifiée. Je vais donner un exemple. Si c'est un projet agriculture, on prévient le service identifié. Si c'est un projet plus sur le bien-être scolaire, même chose. Voilà, histoire, enfin pas histoire, mais essayer de travailler en cohérence pour partager ce qui existe déjà, qui est parfois méconnu des territoires, et répondre vraiment à ces besoins. Voilà pour cette diapo aussi. Donc là, voilà.
C'était pour illustrer, c'est très moche, hein, mais c'était pour illustrer un petit peu, et je vous ai pas tout mis, hein. C'était pour illustrer justement ce qui est en train de remonter depuis là, c'est ce qui était remonté depuis 15 jours. Euh, et ce qui va être mis en place, alors certains tout au long de l'année, d'autres plus l'année prochaine, et d'autres qui ont eu lieu ces derniers mois. Voilà, donc ça, c'est les projets issus des territoires qui commencent seulement, et je vous ai mis qu'une partie, parce que c'est très rébarbatif. Voilà, et alors je ne sais plus où j'en suis. Ah voilà, et donc tout ça donc pour aller sur le troisième axe du projet et qui en fait va nous permettre de formaliser, de structurer un petit peu ce travail ensemble avec cette notion de communauté. Donc à différentes échelles, ces communautés, à l'échelle autour d'un tiers-lieu éducatif, donc au niveau de son territoire proche, mais surtout au niveau du BEF, pour faire connaître le tiers-lieu. Je vais prendre l'exemple de Vendeuvre, hein, et donc il est situé à Vendeuvre, mais il faut imaginer que le tiers-lieu en fait doit bénéficier aux élèves jusqu'à Vézelise, parce que le BEF est assez grand, et jusqu'à Dombasle-sur-Meurthe, qui est à la limite, je crois, avec le BEF de Lunéville. Donc c'est assez vaste. Donc la directrice opérationnelle a certes des actions à mettre en place en lien avec son territoire de proximité, qui va être Vendeuvre, mais également aller au fur et à mesure vers les territoires les plus éloignés pour lui proposer des actions. Ces communautés, donc une communauté, pardon, au niveau d'un territoire et d'un tiers-lieu, mais on a aussi la communauté, et ça, c'est mis en place directement. Il n'y a pas eu besoin de forcer parce que les directeurs opérationnels se sont tout de suite organisés en communauté pour le partage de projets, le partage d'informations, même le partage de fonctionnement entre les directeurs opérationnels, donc une communauté des tiers-lieux éducatifs Astérie. Et puis, on a aussi une communauté académique au plus large et on a aussi une communauté nationale à laquelle je participe et qui regroupe tous les projets AMIFS qui ont été acceptés en vague 1 et vague 2. Nous, on fait partie de la vague 2 et qui nous permet aussi de mener à bien. Quand on a une subvention, on a des bilans à faire et ça nous permet au moins déjà aussi d'avancer dans les bilans, d'avancer aussi dans des thématiques d'ancrage en territoire, de gouvernance, et ce qui n'est pas négligeable quand on est une toute petite équipe pardon, au départ. Et donc, ces communautés, elles ont vocation à s'entraider, enfin, comme une communauté. Enfin, disons, voilà, j'ai remis un nuage de mots qui explicite bien. Et elles sont aussi destinées aux enseignants, aux familles, aux élèves. On voudrait, au travers de ces communautés, pouvoir aussi valoriser les jeunes talents, valoriser les élèves quand ils s'engagent, notamment au travers des actions qu'on peut leur proposer ou des projets qui vont leur être proposés pour faire autrement. Voilà. Juste, oui, la dernière chose, pardon, c'est cette communauté. On va aussi être aidé. Donc, on a dit une évaluation de l'ERPI. L'ERPI va aussi nous accompagner sur l'animation de ces communautés et aussi la fabrique des possibles et aussi le réseau Tiers-Lieux Grand Est que je rencontre aujourd'hui pour la première fois. Enfin, pas tout à fait pour la première fois, mais en tout cas dans le cadre d'Astérie. Et je crois qu'on va se rencontrer bientôt, encore pour essayer de formaliser justement cet accompagnement d'animation de communauté. Voilà. Et je ne sais pas si j'ai fini. Je crois que j'ai fini. Voilà. J'espère que Merci. j'étais claire et pas trop longue. Je suis désolée si j'étais un peu trop longue. On va prendre un temps d'échange et je crois que Stéphane souhaitait compléter en effet sur le rôle que prend en main donc la Fabrique des possibles sur ce projet Astérie. C'est ça. Oui, oui, effectivement. Alors, la Fabrique des possibles, on est partenaire de l'académie depuis l'ouverture de notre tiers-lieu en 2021. Le premier axe sur lequel on a travaillé, c'est plutôt sur le numérique éducatif, avec la diffusion des usages numériques dans l'école, mais aussi auprès des parents, l'accompagnement de projets portés, amenés par des enseignants, des interventions aussi dans les classes, la mutualisation de matériel, la mutualisation de ressources pour permettre de diffuser plus largement des ressources numériques auprès des écoles, mais aussi auprès des associations du territoire. Donc voilà, ça c'est un premier volet qui était assez intéressant et qui maintenant va être amplifié parce qu'avec Astéry, ça sera pas seulement du numérique. Le numérique, c'est une toute petite brique, mais il y a toutes les autres briques, toutes les autres thématiques qui vont pouvoir être intégrées dans ce projet Astéry. Donc, nous, on est très contents d'en être partie prenante. On accueille aujourd'hui Charlotte, directrice opérationnelle, qui est chargée donc maintenant d'identifier et d'aller accompagner des projets des enseignants. Euh, je voudrais aussi insister, c'est pas seulement l'école en tant que telle, c'est l'idée des tiers-lieux éducatifs, c'est aussi que ce soit des espaces ouverts comme un tiers-lieu à l'ensemble de la communauté éducative au sens large, donc aussi bien sûr les élèves, bien sûr les associations qui gravitent autour des écoles, les collectivités locales. Voilà, l'idée, c'est vraiment d'avoir de nouveaux espaces d'innovation dans la forme scolaire et qui associent vraiment toutes les parties prenantes autour de l'élève.
Nous, dans ce projet, on va être chargé avec le réseau de la formation des directeurs opérationnels, donc d'accompagner leur montée en compétences sur toute la durée du projet. Donc, on est en train de travailler sur ce plan de formation et on va le travailler surtout en lien avec le réseau Tiers-Lieu Grand Est qui porte déjà une formation pilotée un tiers-lieu. Donc, on va s'appuyer sur ces outils-là pour pouvoir accompagner le réseau Astéri. On sera aussi chargé de l'animation de ce réseau des directeurs opérationnels. Donc, ça aussi, on va le faire aussi beaucoup en lien avec le réseau. Notre prochaine réunion le 12 juin, parce qu'on envisage par exemple des immersions dans des tiers-lieux existants ou d'identifier les partenariats qui seraient possibles entre les tiers-lieux Astéri et les tiers-lieux déjà existants sur le réseau. Typiquement, la problématique, par exemple, de l'essaimage des actions des tiers-lieux Astéri, on l'a vu sur des territoires parfois très très larges, peut-être qu'on peut s'appuyer aussi localement sur des structures existantes, sur des tiers-lieux existants, pour pouvoir essaimer aussi des actions. Donc voilà, ça peut faire partie des hypothèses de travail sur lesquelles on va avancer maintenant dans les prochaines semaines. Tout ça doit à terme être formalisé par une convention de partenariat entre l'Académie Nancy-Metz et puis le réseau Tiers-Lieu Grand Est. Là aussi, on est déjà en train d'y travailler. Et je pense qu'on devrait aboutir d'ici, allez, on va dire fin d'année ou début 2026 pour aboutir à ce conventionnement qui va permettre aussi de rapprocher un peu voilà, l'émergence de 17 nouveaux tiers-lieux éducatifs sur les 5 prochaines années. Articulés, on va voir dans quelle modalité avec le réseau des tiers-lieux existants, en fonction aussi des thématiques ou des territoires qui seront concernés. Voilà. Je vais insister un tout petit peu. C'est vrai que je ne l'ai pas mentionné. Actuellement, les tiers-lieux éducatifs sont installés, on va dire, le plus souvent dans des établissements scolaires, collèges ou lycées. La Fabrique des Possibles, pour le moment, est le seul dans une association. J'en ai un autre quand même à Varennes qui est un peu mixte. Il est entre une collectivité territoriale et un établissement scolaire, parce que c'est des locaux partagés. Et on ne s'interdit pas justement d'installer ces tiers-lieux éducatifs, au contraire, dans des locaux même de collectivités territoriales. Aussi, il ne faut pas se leurrer, hein, c'est quand même le nerf de la guerre. Les projets s'arrêtent forcément un jour. Donc pour la pérennisation de ces projets et que ces projets puissent continuer à exister, même quand comment on va dire, le subventionnement n'est plus. Voilà, donc, et c'est tout ce qu'on s'attache à faire aussi en termes de maillage en territoire, que ce soit associatif, partenaires socio-économiques et collectivités territoriales, qui sont des partenaires importants pour la réussite aussi du projet. Voilà. Merci Stéphane aussi. Et donc, il reste 10 tiers-lieux à identifier ou en cours de... Oui, j'ai oublié de le dire, on en a 5 qui sont en cours d'identification pour la rentrée 2025-26. On en a 2, 3 qui sont identifiés, mais on n'a pas encore acté exactement parce qu'on n'a pas rencontré justement les collectivités territoriales. En fait, c'est nos DAZEN, c'est-à-dire nos directeurs académiques de l'enseignement, de l'éducation nationale, pardon. Donc, en gros, moi j'appelle ça les recteurs un petit peu des départements, qui désignent, parce qu'ils ont la politique territoriale de leur département bien en tête. Ensuite, on l'évalue au sein d'un COSTRA avec le pilotage, enfin le comité stratégique du projet. Et à partir de là, on prend attache pour installer. Enfin, moi, j'arrive derrière pour prendre attache pour installer. Et ensuite, euh, donc 5. Après, on a dit 17. On ne s'interdit pas non plus dans le projet de pas forcément en mettre 3 autour de Metz et 2 autour de Nancy. C'est ça qu'on ne sait pas. Donc, ce sera entre on va dire 14 et 17 à terme, pour aussi que ça fonctionne bien, parce que ça sert à rien de démultiplier si c'est trop rapproché ou si ça se touche trop. Et surtout, on préférerait, par exemple, pour une grosse métropole comme Metz ou Nancy, faire des liens avec des tiers-lieux existants. La DAZEN adjointe de Metz a déjà repéré la Patrotte. Enfin, dans le quartier de la Patrotte, je ne sais plus comment il s'appelle maintenant, le tiers-lieu. Voilà, on va aussi essayer de faire des ponts avec les tiers-lieux existants pour justement ne pas être encore un énième dispositif à côté de ce qui existe, mais au contraire, être dans une même dynamique. Et le partenariat avec la Fabrique des Possibles et Réseau Tiers-Lieux Grand Est, je pense que c'est d'un grand secours pour nous aider à ce que l'éducation soit bien implantée avec et pas toujours à côté d'eux. Voilà. Merci beaucoup. Je vous propose de poursuivre peut-être avec Alexandre Benassar, et puis je pense qu'il y aura des échos et on pourra revenir dans la période d'échange finale sur les points communs et peut-être les difficultés aussi de ces tiers-lieux éducatifs. Donc Alexandre Benassar pour l'association Tiers-lieux Édu. Alors, bonjour à tous, à toutes, vous m'entendez bien? Bon, impeccable. Ben, tout d'abord, merci pour l'invitation. Bon, un peu déçu de ne pas se voir en présentiel, mais bon, la visio, maintenant, on commence à être habitué.
Donc là, je suis ici aujourd'hui pour vous présenter une association qui s'appelle Tiers-Lieux Édu, ou Réseau des Tiers-Lieux Édu, qui a été fondée en 2018 et qui a pour objectif principal, c'est de mettre les acteurs, les partenaires de regrouper les partenaires et de les mettre en relation. Donc un peu sur l'idée de ce qu'on a entendu juste avant, mais sur l'ensemble du territoire national, voire même dans les pays francophones. Donc on a trois gros objectifs. On a été créé en 2018 et on était issu quand même du milieu maker. L'association s'est fondée lors de la réunion internationale des Fab Labs, qui a lieu chaque année dans un pays. Et donc elle avait eu lieu en 2018 en France. Et on avait participé, on avait mené la partie éducation. C'est comme ça que l'association est née. Et on a vu qu'il y avait quand même beaucoup d'acteurs qui demandaient à se regrouper et à se parler et à échanger comme on est en train de faire aujourd'hui. Donc, trois objectifs: promouvoir l'apprentissage par le faire, ce qu'on peut appeler aussi à l'international la Makerhead, faciliter la documentation contributive des ressources. Nous, on a un gros cheval de bataille, je pense comme beaucoup de tiers-lieux, c'est de montrer ce qui se passe dans les tiers-lieux et donc de documenter la majorité des actions qu'on mène. Et comme là, je vous l'ai dit aussi, soutenir la communauté éducative et faciliter les interactions. Donc, Camille, si tu veux passer à la prochaine slide, s'il te plaît. Donc, comme tout bon réseau, on a mis en place dès le début un forum. Je vous ai mis le QR code et je pourrais vous envoyer les liens si vous voulez aller un peu visiter. Je pense qu'il y a un certain nombre d'entre vous qui connaissent déjà, peut-être. Donc, du coup, un forum d'échange assez riche qui nous permet de cartographier. Donc, on a aussi, via ce forum, une cartographie contributive des tiers-lieux éducatifs qu'on a recensés ou qui se recensent seul, et des échanges autour des bonnes pratiques, des difficultés, des actions qui sont menées et des bonnes interactions sur les territoires. Donc le forum, je te laisse passer aussi Camille. Je vais être assez rapide, hein. Moi l'idée c'est d'être dans l'échange aussi. On mène des actions aussi en territoire, donc là je vous ai donné un exemple. On était intervenu il y a quelques années, mais on y est retourné depuis. À chaque fois qu'on se déplace sur un territoire et qu'on met des acteurs en synergie, on va dire, on essaie de documenter, comme je vous l'ai dit. Et en 2019, on a un salon éducatif assez connu qui est à Ludovia, qui est Ludovia dans le sud de la France. Et on a, suite à ces discussions, à ces échanges et à ces différents ateliers qui ont été menés, on a créé un acte, un petit livret qui fait 60-80 pages, je crois. Donc là aussi, je vous ai mis un QR code pour pouvoir le télécharger et aller voir. Et du coup, on s'est posé plusieurs questions qui ne sont pas encore totalement toutes résolues, hein. Il y a encore des débats. Qu'est-ce qu'un tiers-lieu éducatif, la méthodologie de projet? Voilà, je vous ai mis des exemples qu'on peut retrouver et des débats qui ont été menés dans cette rencontre et dans les actes de Ludovia. Donc voilà une partie aussi des missions de l'association, c'est de faire émerger des idées, des bonnes pratiques et puis de les documenter. Alors, je te laisse passer aussi, Camille, s'il te plaît. On a une autre action aussi qu'on mène là depuis 2-3 ans et qui est quand même notre gros, qui nous prend pas mal de temps. On s'est rendu compte, il y a deux possibilités, c'est-à-dire comme on le voit, même si c'est mixte, l'action qu'Alexandra nous a décrite, il y a deux choses qui sont émergentes, c'est-à-dire des tiers-lieux qui se créent dans des établissements scolaires. Donc, du coup, les enseignants qui essayent, et les équipes pédagogiques qui essaient d'ouvrir des tiers-lieux pour agréger une communauté autour de ce tiers-lieu, ou alors d'amener la communauté éducative, en tout cas scolaire, à fréquenter des tiers-lieux. Et donc, cette action, Je fabrique mon matériel pédagogique, on l'a créée plus pour cette deuxième phase, c'est-à-dire l'idée, c'est d'amener des élèves, des enseignants, des parents d'élèves à fréquenter des tiers-lieux qui ont un espace de fabrication numérique. Et on a mis en place un événement, on l'a créé en 2000, le premier événement était en 2019, qui s'appelle Je fabrique mon matériel pédagogique. Donc c'est un consortium d'acteurs que vous devez connaître, hein. Il y a le réseau français des Fab Labs, le réseau francophone des Fab Labs d'Afrique de l'Ouest, qui ont travaillé beaucoup, France Tiers-Lieux, qui a changé de nom depuis, l'Atelier des chercheurs, qui est le regroupement d'acteurs qui nous permettent de documenter. Ils ont créé un logiciel qui permet de documenter, de faciliter la documentation justement de ces projets de matériel pédagogique. Et la Fab Péda, qui est une association aussi qui travaille beaucoup sur la classe dehors, que vous devez connaître. Donc là, c'est un consortium d'acteurs. Et je vous laisserai aller voir, hein. Vous allez, dans votre moteur de recherche, vous tapez fabriquedu.org et vous allez tomber sur
une ribambelle de projets documentés en lien avec l'éducation, en tout cas avec les apprentissages qui ont été créés lors de ces journées dans des tiers-lieux, qu'ils soient scolaires, purement scolaires, ou des tiers-lieux comme on les connaît tous. Euh, Camille, je te laisse passer. Là, ça va aller très vite. La prochaine slide, ça va aller très vite. C'est juste des exemples. C'était pour illustrer un peu le type de projet qu'on peut voir. Là, par exemple, là, on revient, on est parti à Toulouse au Faire Festival, qui a été mis en place par si je ne me trompe pas, par le Rose Lab et qui était soutenu par le réseau des tiers-lieux Occitanie, mais j'ai plus le nom. Ils l'ont pas appelé simplement réseau des tiers-lieux en Occitanie, ils ont donné un petit nom. On y était là il y a quelques semaines, et par exemple, vous pourrez aller voir, on a travaillé avec des équipes et on a fabriqué un Kamishibai, par exemple. Il y a eu 4 projets qui sont sortis. Et donc, du coup, un Kamishibai, ça permet de lire des histoires et de faciliter, on va dire, l'oralité chez le jeune public. Donc, du coup, tout est documenté, pourquoi on l'a créé, les fichiers pour le reproduire, etc. Donc, on a un certain nombre de fichiers. Là aussi, si vous voulez apporter votre pierre à l'édifice, la plateforme est ouverte, on peut vous ouvrir un compte, les tiers-lieux peuvent documenter sur ce site. Je te laisse passer, Camille, s'il te plaît. Merci. Ensuite, un autre projet que j'ai voulu, parce que du coup, vous m'aviez aussi un peu contacté pour ça. Là, j'ai ma casquette aujourd'hui associative, mais je suis enseignant et je suis moi-même détaché à Réseau Canopé, qui est l'opérateur du ministère pour la formation continue des enseignants. Et dans ce cadre-là, dans mes activités, je pilote un projet qui est national, qui s'appelle Fab Lab à l'école, avec différents partenaires. Le principal, c'est la Cité des sciences et de l'industrie, Univers Sciences. Et donc, du coup, pour faire très simple, bon, il y a d'autres partenaires, le ministère de la Culture, etc. Pour faire très simple, on déploie des kits de Fab Lab, ce qu'on appelle des Fab Lab à l'école, un kit de 5 machines. C'est les petits dessins que vous voyez là. Une scie à chantourner, une machine à coudre, un plotter de découpe, une imprimante 3D et des petites cartes électroniques. Et on déploie plus de 200 kits chaque année sur le territoire national. On met à disposition ces kits, on forme, on accompagne les équipes pédagogiques. Et bien sûr, quand c'est possible, on travaille avec les tiers-lieux de proximité ou les Fab Labs de proximité. Donc là, je vous ai mis la petite cartographie qui est de cette année. Et chaque année, on prend le kit et on le met dans une autre école. Et donc là, je vous ai mis aussi un petit QR code qui vous permettra, j'ai pu souvenir du lien que j'ai mis, mais en tout cas, ça vous envoie vers des informations plus détaillées vers ce projet. Chose intéressante, c'est ce projet, on a fait on a regardé là, les évaluations. Une fois qu'on retire le kit, on a 89% des équipes pédagogiques qui souhaitent s'équiper, qui souhaitent continuer à travailler sur le côté Fab Lab et Maker. Pas forcément avec toutes les machines, mais qui cherchent à acquérir aussi des machines ou qui se rapprochent de Fab Lab ou de tiers-lieux. Voilà, donc ça, c'est le point positif, on va dire, même s'il y en a plein. La slide suivante, je vous ai mis là aussi, on travaille sur la documentation. Ah non, bah, je pensais vous avoir mis un exemple. Je pense que le QR code juste avant, il vous emmène, si vous le flashez, vers les projets qui sont faits par les élèves, documentés par les élèves. On utilise la même plateforme, le même moteur qui s'appelle Dodoc. Et donc, du coup, chaque élève, chaque classe, le défi, c'est au moins qu'il documente un projet de A à Z de fabrication numérique. Et comme ça, ils se le partagent dans l'esprit Fab Lab et l'esprit des tiers-lieux en général. Et ensuite, donc là, c'était les projets, on va dire, phares, les projets du moment. Et je voulais juste revenir sur, pas une difficulté, mais une notion qui a été évoquée par Alexandra, la notion de forme scolaire, euh, qui a été pour la première fois utilisée dans les années 80 par un sociologue et philosophe qui s'appelle Guy Vincent. Et pour faire très simple, la forme scolaire, c'est un triptyque entre 3 choses: les règles établies en milieu scolaire, des temps dédiés et des espaces spécifiques. Et donc c'est ce que je mets là sur la petite diapo. Et du coup, quand là on est sur le premier volet, c'est-à-dire qu'on essaye de faire tiers-lieu en milieu scolaire, on se heurte de plein fouet à cette forme scolaire qui est quand même assez rigide. Et justement, on le voit, et c'est très bien qu'il y ait des AMI, l'AMI innové dans la forme scolaire, qui permettent de faire bouger un peu les lignes et tester d'autres choses, parce qu'actuellement, quand même, la réalité du terrain, c'est, vous voyez, je vous ai mis une petite photo, les petites photos, la photo de gauche, c'est une reconstitution d'une classe
en 1930. Et la photo de droite, c'est une salle de classe, je crois que c'est une photo de 2018. Donc, même si c'est pas totalement vrai, on va dire que la forme scolaire a peu évolué euh, ces 50 dernières années, même si elle commence à bouger et le ministère de l'Éducation nationale commence à s'y intéresser de très près. Donc du coup, par exemple, nous, quand on déploie côté réseau Canopé des Fab Labs, on se heurte directement à cette notion de forme scolaire, ou comment faire rentrer d'autres personnes extérieures à l'école. Hein. Il y a quand même là, je vais prendre ma casquette de père de famille. On dépose son enfant le matin, et on le récupère le soir. On a peu de connaissances de ce qui se passe à l'école. Et donc, du coup, comment faire bouger et pouvoir interagir un peu plus, c'est justement de travailler sur ces Fab Labs, sur ces tiers-lieux. Ça permet de faciliter, comme vous l'avez dit tout à l'heure, comme Alexandra l'a bien démontré, de faire entrer des partenaires extérieurs à l'école et de faire de l'émulsion en quelque sorte. Donc, je ne vais pas en dire trop sur la forme scolaire. Il y a beaucoup de monde qui en parle bien mieux que moi. Et ce n'est pas le sujet aujourd'hui. L'idée, on est là pour échanger. J'ai juste une dernière slide, c'est encore une ressource. Euh, Normalement, c'est la dernière, promis. Pascal Clerc, qui est un universitaire, qui est géographe, et qui traite de la forme scolaire, qui est très intéressant. Donc, si vous voulez un peu creuser cette notion de forme scolaire, je vous invite à acheter son livre, hein, Émancipé ou Contrôlé. Et sinon, je vous ai mis aussi un lien. Vous tapez sinon Pascal Clair sur le moteur de recherche, votre moteur de recherche favori, mais un lien là d'une vidéo très intéressante. C'est un petit interview de 20 minutes où justement le titre c'est Faire classe à une classe dans une classe. Donc on voit qu'on est euh, l'esprit classe est très prégnant et quand on essaye de changer les postures de faire rentrer d'autres personnes, ça reste encore assez compliqué. Mais justement, avec l'association Tiers-le Édu et d'autres acteurs qui sont là aujourd'hui, on essaie de faire bouger un peu les lignes. Donc voilà, j'en ai fini, il me semble, pour la présentation. Et je ne sais pas s'il y a d'autres intervenants ou si on peut échanger sur différents sujets. Moi, je vous remercie pour l'attention. Merci. Il y a encore une intervention, mais s'il y a déjà des questions, n'hésitez pas. Je vois Jérôme qui pose une question dans le chat. C'est quoi la Ouais, plus-value d'intervenir? Vas-y. ouais. Non, c'est une question un peu taquine, mais n'empêche que ça correspond à une réalité. Euh, enfin, ça interroge pas mal sur qu'est-ce qui fait la plus-value d'intervenir à l'école plutôt qu'en dehors, à la fois, bon, tu le disais sur la question de la forme scolaire, euh, mais aussi parce que, ben, en tant que lieu, c'est plus compliqué en fait. C'est plus compliqué, c'est plus dur à financer de plus en plus. Euh, donc c'est vrai qu'on peut avoir tendance à se dire que bah, finalement, faire un club des stages pendant les vacances, un parcours pour les jeunes dans notre lab ou dans notre lieu, bah, quelque part, on s'enlève beaucoup de côté casse-tête. Donc je sais pas, je pense que tu as une bonne raison de dire que c'est intéressant aussi à l'école. Qu'est-ce qui fait la plus-value à ton sens? Bah, après, la plus-value, bah, tu as raison hein, de dire que ça peut être souvent un casse-tête, mais on le voit, il y a certains rectorats comme Nancy-Metz où justement ils essaient de solutionner par des projets comme Astéry. Donc ça reste possible. Après, la plus-value, en tout cas pour moi, de mon point de vue, c'est d'essayer de faire bouger les lignes. C'est-à-dire que pour revenir sur le côté maker, ça fait 10-15 ans hein, que je travaille sur le sujet, que je m'intéresse à ça. On voit souvent aussi des notions de Fab Lab mobile ou de temps d'atelier où même les enfants vont faire un temps d'atelier de 2-3 heures où le Fab Lab ou le Makerspace vient, eux, c'est un camion qui vient. Pour moi, la problématique, bah, c'est intéressant, mais c'est intéressant le temps sur ce court temps. L'idée, c'est de pouvoir alors, j'allais dire faire ruisseler les pratiques un peu plus sur un plus long terme en fait, en quelque sorte. Euh, et c'est vrai que souvent, un autre exemple, là, tu as parlé de club. Nous, quand on intègre, par exemple, des Fab Labs à école, souvent, au début, c'est les anciens, ah, ben, j'ai déjà un club, on fait déjà un club un peu robotique, 2-3 heures dans la semaine. L'idée, c'est d'essayer d'élargir et de changer les postures et changer les pratiques. Et donc, du coup, d'avoir un, certes, c'est des difficultés, mais ça fait bouger les pratiques. Et du coup, on voit là sur les résultats de Fab Lab l'école, ça permet de faire rentrer un peu plus facilement les parents dans l'école.
Les parents se questionnent, mais pourquoi il y a une machine à coudre? Est-ce que je peux venir aider, etc. Donc ça crée une émulsion. Et l'idée, c'est pas de vouloir à tout prix que le tiers-lieu soit dans l'école, mais après de faire bouger les pratiques et de faire amener, de faire en sorte que les gens ouvrent leur chakra et se disent, tiens, je vais aller dans le tiers-lieu d'à côté et on peut mener des activités. Donc c'est vraiment sur le changement de posture. Mais oui, c'est vrai que ça entraîne des pratiques. Donc c'est pour ça que nous, on est sur les deux volets. À la fois, on essaie d'intervenir dans les tiers-lieux existants et de ramener la communauté éducative qui est quand même souvent centrée sur voilà, modèle éducation nat. Et inversement, on essaie de créer des tiers-lieux où on aide à la création de tiers-lieux en milieu scolaire. Je ne sais pas si j'ai répondu vraiment à ta question, mais, voilà. On a une autre question de David. Oui, Ah, alors, il y avait Alexandra, je crois, qui voulait rajouter quelque chose aussi juste avant. Mais on t'entendait très mal, Alexandra. Je crois que tu as le micro en l'air. Oh, excusez-moi, parce que je fais toujours gaffe. Pardon. Juste, je pense qu'aussi, ces pratiques proposées dans les tiers-lieux, alors éducatifs, quels que soient, hein, je pense que toute initiative est forcément. Ça, moi, je pense qu'il y a deux choses aussi. Ça permet aussi de jouer sur l'engagement de l'élève. Vous le rencontrez, je pense, dans les tiers-lieux qui ne sont pas justement éducatifs ou forcément scolaires. Mais vraiment l'engagement de l'élève, le faire autrement, le apprendre autrement. Ce que vous faites sans mettre cette pression de l'école, mais ce qu'on voudrait proposer aussi aux enseignants pour éviter justement d'avoir toujours la pression du programme et prouver qu'on peut aussi apprendre quand on est dans d'autres conditions, dans d'autres lieux, dans un autre projet que simplement suivre le programme à l'année. Et puis aussi, je pense de donner des fois un peu des petites bulles d'oxygène aux enseignants en leur proposant enfin, un accompagnement qu'ils n'ont pas forcément parce que souvent ils font un peu tout seul. Et voilà, c'était juste ça que je voulais rajouter. Je ne sais pas si ça répond aussi à la question, mais c'est ce qui m'est venu à l'issue de vos échanges. Oui, donc moi, c'était pas une question, c'était plus pour compléter les propos d'Alexandre. Donc, nous, on est un Fab Lab associatif où on a mené depuis plusieurs années les actions, justement, dont parlait Alexandre. Je fabrique mon matériel pédagogique qui est destiné aux enseignants, voilà, dont le but, c'est vraiment de les amener dans notre Fab Lab pour qu'ils découvrent, qu'ils puissent après remener ça derrière. Et on a aussi participé à beaucoup de formations, justement, d'enseignants qui avaient des kits pédagogiques Fab Lab à l'école, hein. Donc, on a accompagné beaucoup d'enseignants et pareil, c'est complètement différent. Le but, c'est vraiment de donner accès aux enseignants pour des projets à beaucoup plus long terme sur l'année scolaire, par exemple, des projets de fabrication qui vont être liés à leurs projets pédagogiques qu'ils peuvent déjà mener. C'est deux choses complètement différentes. Voilà, c'est pas des actions plus ponctuelles comme il peut y avoir sur les périscolaires que Jérôme évoque le mercredi après-midi. C'est vraiment pour ancrer des vrais projets pédagogiques et essayer de faire en sorte que ce soit des choses sur plus long terme que des choses plus ponctuelles qui peuvent déjà se faire plus facilement, justement. Et que vraiment ça crée une dynamique et que ça crée vraiment un engouement qui soit pérenne à faire ça. Voilà, nous, ça fonctionne très bien. On a les deux mondes qui se côtoient, parce qu'on a beaucoup d'enseignants, vu qu'on a aussi la communauté éducative aussi. Et le réseau qu'Alexandre a présenté permet vraiment de faire le lien voilà, entre les Fab Labs et les tiers-lieux, l'éducation plus en général, et l'éducation nationale au sens un peu plus large. Merci. Je vous propose peut-être de passer à la troisième présentation qui pourra faire écho aussi à ce qu'on vient de se dire. Donc, c'est Clémentine du pôle Émilie du Châtelet à Chaumont et qui est notamment lauréat d'Efinov. Clémentine, c'est à toi. Oui, bonjour, merci. Donc Clémentine Rêve, je suis l'actuelle coordinatrice du campus connecté du Chaumont. Donc je vous parlerai du projet des FINOF peut-être après. Je vais déjà vous parler de mon tiers-lieu. Et ce qui est un campus connecté. Donc je vais dire là, ouais, diapo. Parce que là on verra rien. Alors, je ne sais pas si vous connaissez, mais du coup, je vous propose un petit rappel historique sur d'où ont émergé les campus connectés en France. Alors, initialement, les campus connectés ont été inventés à la suite du mouvement des Gilets jaunes, qui a mis en avant que dans les territoires ruraux,
il n'y avait pas un égal accès à l'enseignement supérieur et que du coup, ça posait quand même des problèmes d'équité quant aux possibilités d'avenir des jeunes. De fait, le ministère qui à l'époque était le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche, de l'Innovation, à l'époque était porté par Frédéric Vial, qui était alors ministre, a imaginé une conception d'un nouveau type de tiers-lieu qui n'avait jamais été porté par l'enseignement supérieur jusqu'à maintenant, qui est les campus connectés. Donc nous, initialement, les campus connectés, le site de Chaumont a fait partie des premiers expérimentateurs de ce dispositif. Donc créé en 2019, à l'époque, il en existait que 3. À l'année 2020, 13 autres campus ont vu le jour. Le campus connecté de Chaumont a gagné son label Campus Connecté. Et il s'est développé un certain nombre de campus après sur les territoires. Alors, qu'est-ce que la particularité de ces campus connectés? C'est que ce sont des tiers-lieux portés par des collectivités territoriales. Donc, c'est des tiers-lieux qui sont à l'initiative de l'État, mais qui sont laissés à la charge ensuite des collectivités qui ont répondu à un appel à projet qui était du coup le PIA 3 sur les tiers-lieux formation. Donc ça, c'est un petit peu sa particularité par rapport au tiers-lieu éducatif, c'est que le nôtre, en tout cas à Chaumont, est porté par l'agglomération de la ville de Chaumont et à plusieurs partenaires, dont la ville de Chaumont, évidemment la région, le conseil départemental, etc., etc., et bien sûr la Banque des territoires, et l'université aussi de proximité, qui est notre université référente, qui tiennent ce projet, et donc il est coporté par un certain nombre d'entités et a vocation à répondre justement à cet inégal accès à l'enseignement supérieur. Est-ce que je peux avoir la diapo? Donc pourquoi l'implantation sur Chaumont? Parce que, comme je l'ai dit, l'idée c'est de lutter contre l'inégal accès à l'enseignement supérieur. Sur les campus connectés, actuellement, il y en a 30% pardon, qui sont situés en milieu rural. Et sans froisser personne, nous sommes donc dans un système périurbain très urbain, dans une ville qui compte 21 500 habitants, une agglomération qui est composée de 63 communes environnantes et qui compte 43 000 habitants. Et on est à plus de 100 km de n'importe quelle université. Alors, pour situer un petit peu Chaumont en Haute-Marne, on est au milieu de la diagonale du vide, positionné entre 3 grandes universités, qui sont l'université de Reims-Champagne-Ardenne, qui est notre université partenaire, située à plus de 2h30 de route. Nous avons l'université de Dijon, qui n'est pas notre université académique, qui est située à plus de 45 minutes par voie d'autoroute. Et nous avons l'université de Nancy, donc l'UL, hein, qui a été citée précédemment, l'université de Lorraine, qui est située à plus de 2 heures de route. Voilà. Donc la situation du campus connecté était tout à fait légitime quant à son implantation, du fait d'être éloigné de toutes ces zones universitaires. Tu peux avoir la slide suivante. Depuis le lancement des campus connectés, on a eu plusieurs vagues qui ont émergé hein, au niveau national. On en a eu exactement 3, qui fait que nous sommes passés de 3 campus connectés en France à 89 actuellement, avec un maillage territorial que l'on peut voir essentiellement situé sur le sud de la France. Nous, dans le Grand Est, on compte 3 campus connectés avec une ouverture prochaine sur le campus de Saint-Dié, qui devrait ouvrir dans une an. Et on est arrivé récemment à un bilan qui a été établi par la Banque des territoires et le ministère de l'Éducation, de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, qui nous amène à faire un bilan très très positif de l'impact des campus connectés quant à l'accès à l'enseignement supérieur et à la dynamisation des territoires, qui fait qu'aujourd'hui, non les garçons, à tout à l'heure, dans la pièce là-bas.
qui nous amène aujourd'hui à avoir plus de 3000 étudiants qui ont été accompagnés, dont 64% de femmes, donc, ce qui permet un retour à la formation pour des femmes qui ont arrêté l'école et qui ont aussi eu des congés maternité. Des adultes en reprise d'études, près de la moitié des étudiants. Des étudiants en situation de handicap qui sont bien plus présents dans les campus connectés qu'ils ne sont dans les formations à l'université en présentiel. Et avec des taux de réussite qui sont aussi élevés que ceux de l'université, voire plus élevés que dans certains filières universitaires. Je suis désolée, j'avais des étudiants qui sont arrivés. Ça arrive. Que je peux avoir la slide suivante. Alors, pour vous présenter mon petit tiers-lieu. Alors, le campus connecté, c'est un dispositif qui vise à accompagner les étudiants dans la réussite de leurs études. Donc, le concept, c'est de mettre à disposition des étudiants un espace dans lequel ils peuvent bénéficier d'un endroit pour travailler, d'une connexion Internet, de la possibilité d'imprimer leurs cours, mais également de bénéficier aussi d'un accompagnement pédagogique. Et c'est là toute la force de ce tiers-lieu, c'est de ne jamais les laisser seuls dans leurs apprentissages. Donc, une grande partie du travail est opérée par la coordinatrice et tutrice du campus connecté, à savoir moi, puisque ça vise à les aider dans la construction de leur projet, mais aussi dans leur orientation et la méthodologie de travail universitaire. Mais il y a une grande part, et c'est ce que je voulais mettre en avant sur le côté tiers-lieu aujourd'hui, qui vient de cette communauté apprenante, qui est que mes étudiants apprennent à travailler avec et aussi par les autres. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que au fil des années, on a commencé sur une petite communauté. Initialement, le campus connecté comptait une dizaine d'étudiants. Actuellement, j'ai entre 25 et 30 étudiants inscrits à l'année. Certains ont passé plusieurs années au sein du campus, d'autres viennent sur des périodes plus courtes. Ça arrive aussi, ça dépend des filières dans lesquelles ils sont. Certains, parfois, ont des cursus proches. Donc, je vais avoir des premières années, des deuxièmes années sur la même discipline. Donc, ça fait un système de mentorat en interne au sein du campus, où je vais avoir des étudiants qui vont travailler d'autres filières, etc., mais en ayant des disciplines qui sont proches et dans lesquelles ils peuvent s'entraider. Donc, ils apprennent avec les autres. À partir du moment où ils mettent en commun leurs connaissances disciplinaires pour pouvoir s'aider dans leurs devoirs, dans leurs activités, mais ils apprennent aussi par les autres parce que dans un tiers-lieu, quand on arrive à avoir autant de disciplines mélangées, c'est une communauté apprenante très riche et qui permet d'avoir des échanges passionnants avec des disciplines qu'on n'aurait jamais touchées, des questionnements qu'on n'aurait peut-être jamais abordés et c'est très très intéressant. Du coup, les étudiants développent à l'intérieur de ce tiers-lieu des compétences transverses du fait d'avoir cette richesse-là, mais aussi de travailler sur des projets communs. Donc, dans l'idée du co-développement, mes étudiants, chaque année, construisent des projets qui ont vocation à nourrir aussi la dynamique locale. J'ai des exemples, par exemple, j'ai des étudiants en histoire, en anglais, enfin, en littérature anglaise, en tourisme, qui ont porté un projet de découverte de leur ville à travers une approche historique et ils ont construit plusieurs vidéos, podcasts présentant l'histoire de la ville de Chaumont sous les différentes guerres. Et aujourd'hui, leur projet est présenté par l'agence d'attractivité de la Haute-Marne comme un parcours de visite vidéo guidée historique. C'est un petit peu des exemples que l'on a en termes de montée de compétences transverses, notamment avec l'utilisation des multimédias, des médias
pour pouvoir construire des contenus qui sont à la fois académiques et en même temps suffisamment vulgarisés pour permettre l'accessibilité à tous, et en développant des compétences que peut-être qu'à l'université, ils n'auraient pas développées du fait de devoir faire du transdisciplinaire. Autre slide, s'il vous plaît. C'est aussi un tiers-lieu dans lequel on expérimente la coéducation. Dans mon tiers-lieu, j'ai des étudiants qui sont inscrits dans la formation certifiante et qualifiante, et j'ai tout type d'âge et tout type de profil. Mes étudiants sont âgés de 18 à 58 ans. Ils viennent au campus connecté pour développer des compétences, et bien souvent, comme je vous l'ai dit, il y a un effet de co-développement, mais il y a aussi un effet de coéducation. Mes étudiants proposent régulièrement des ateliers aux autres dans lesquels ils vont présenter un savoir-faire qu'ils souhaitent transmettre au sein de notre communauté apprenant. Donc là, on a des exemples où on voit Clément qui est en train de faire un cours de langue. Donc Clément, c'est un de mes étudiants qui est inscrit en sciences du langage et qui, cette année, a entrepris de faire des cours de FLE bénévolement les lundis matins pour mes étudiants internationaux qui ne maîtrisent pas encore complètement la langue française. On a un autre exemple en bas où c'est Johan, un de mes étudiants aussi, hein, c'est un de mes étudiants qui fait un atelier sur le CV, la recherche d'emploi, enfin toutes les techniques de retour à l'emploi, parce qu'il était actuel, enfin jusqu'à quelques jours, parce que maintenant il est employé, conseiller il a passé un titre en conseiller en insertion professionnelle. Donc il a monté des ateliers. Et sur le côté, on a 3 petites étudiantes à moi aussi qui ont travaillé sur des projets d'animation pour les enfants de la ville, dont j'avais Daleda qui était un CAP petite enfance et les grandes qui étaient en sciences de l'éducation. Et ensemble, elles ont pu monter des projets qui, conjointement, leur amenaient des compétences par rapport à leurs attendus académiques, mais aussi qui développaient de l'entraide et du savoir-faire ensemble. Voilà. Alors, on en parlait tout à l'heure, à juste titre, de la forme scolaire. C'est vrai que le tiers-lieu dans lequel je suis, le campus connecté, a vocation à casser un peu les codes par rapport aux attentes universitaires. C'est-à-dire que moi, j'étais enseignante à l'université, les classes dans lesquelles on fait des TD, où on a 45 places et où on doit entasser 55 étudiants, on les connaît. C'est quelque chose de difficile pédagogiquement parce que c'est un outil qui est très compliqué, la classe fixe, surtout contrainte. Dans le campus connecté, on a souhaité travailler la modularité des espaces, justement pour pouvoir avoir une approche par activité. Donc il y a un choix qui a été opéré sur l'immobilier. On peut voir 2 configurations sur la pièce qu'on appelle la pièce mauve, hein, où on va avoir un système de tables qui peuvent se dispatcher pour avoir une formation, on va dire, descendante, dans laquelle j'ai 19 places assises pour les ateliers où j'ai besoin de transmettre un savoir académique direct. Et on va avoir la configuration, on appelle pétale de fleurs, qui revient à mettre les tables en rond, de façon à pouvoir créer un espace de travail de groupe sur le côté. Et ces 2 espaces de travail nous permettent de créer à la fois des dynamiques de groupe dans lesquelles ils vont se retrouver pour travailler ensemble des projets, des animations, des choses comme ça. Et en même temps, on a un espace de coworking. Comme on voit les filles, en fait, j'ai plusieurs espaces banquettes comme ça, dans lesquels ils s'installent sous forme de petits îlots individuels et dans lesquels ils peuvent travailler. Alors initialement, ces îlots étaient fermés pour qu'ils puissent être cloisonnés, mais ils ont souhaité les ouvrir, parce que c'est l'intérêt de la modularité, c'est que les habitants ils peuvent aussi moduler leurs espaces de vie comme ils le souhaitent. Et ils ont préféré cette structuration-là, dans laquelle ils peuvent se voir tout en étant, on va dire, symboliquement séparés. On a toutes les assises possibles, hein, on va passer sur de la banquette, comme du petit pouce léger, comme de la chaise haute. Et justement, par rapport à la forme scolaire, l'idée c'était que chacun puisse trouver dans sa dynamique l'assise qui lui correspondait en fonction de son activité et comment réfléchir aussi à travers cet espace-là, la manière d'apprendre.
Et, euh, et du coup, ils apprennent aussi à réguler leur propre corps et leur propre posture en fonction des, euh, des activités d'apprentissage dans lesquelles ils sont. Donc finalement, ce tiers-lieu, si on devait utiliser un mot anglais, c'est clairement un learning lab dans lequel on va expérimenter adulte toutes ces modularités-là. Et je passe à la- Et souvent, on me demande, mais Clémentine, qu'est-ce que tu fais dans ce campus? Parce que c'est très compliqué. Donc, je voulais clôturer ce petit moment sur ce questionnement, parce que c'est pas toujours évident d'être coach dans un campus connecté. La question a été portée il n'y a pas très longtemps sur nos fiches de poste, tellement ça peut être compliqué et complexe. Comment accompagner des étudiants multidisciplinaires dans un même cursus sur des niveaux qui sont complètement différents, hein, puisque moi j'accompagne aussi bien sur un niveau L1 que sur un niveau Master 2, voire doctorat. Et quelles sont les compétences qu'on doit avoir pour réussir à maintenir, on va dire, ce type de dispositif? Moi, il en faut beaucoup. C'est vrai qu'on est couteau suisse. Donc, il y a une grande part de mon métier qui porte quand même sur de l'ingénierie de projet. Déjà, par rapport à la conception du campus connecté, mais aussi par rapport aux interactions qui se passent à l'intérieur. Et évidemment, sur de l'ingénierie pédagogique, puisque je monte les ateliers pédagogiques et j'accompagne les étudiants aussi dans le montage de leurs propres ateliers pédagogiques, de la communication, de la mise en réseau, parce qu'un campus tout seul, ça n'a pas de sens. Un campus connecté, pour moi, il doit complètement mailler sur son territoire et être totalement implanté sur son territoire pour avoir du sens. Bon, la gestion administrative et financière, évidemment, mais ça, c'est comme partout, j'imagine. Enfin, j'imagine pas, j'en suis sûre. Pour gérer à la fois les demandes de subventions, les, euh, les analyses critiques aussi, hein, de ces propres dispositifs, et je pense qu'il faut aussi avoir de l'analyse critique. Accueillir, puisque c'est un lieu qui se veut accueillant, et le sens de l'accueil au sens propre est une chose très importante, puisqu'on va être sur des personnalités fragiles parfois, et il faut réussir à créer un lieu dans lequel on reprend goût à l'étude aussi. Et c'est aussi la vocation de ces campus connectés que de reconnecter des personnes qui ont été déconnectées du système ordinaire à une approche nouvelle de l'apprentissage et dans une norme, dans une structure aussi différente que celle dont on a connaissance. Et c'est pas toujours évident de s'acclimater aussi à un dispositif hybride et expérimental comme celui-ci. De l'animation parce que un campus connecté, c'est pas uniquement faire cours ou suivre ses cours, c'est avant tout un lieu de vie. Et dans ce lieu de vie, l'idée, c'est de se sentir aussi bien qu'à la maison. Parce que moi, j'accompagne des personnes qui sont en formation à distance. De fait, elles pourraient tout aussi bien choisir de le faire de façon isolée chez elles, mais le but du jeu, c'est réellement de casser ce sentiment d'isolement et leur faire comprendre qu'ils peuvent être en petit nombre dans un campus connecté, mais être bien aussi dans ce campus connecté pour apprendre. Ça, c'est un peu les spécificités aussi des profils que l'on peut rencontrer. Puis après, la programmation des événements, etc., évidemment, c'est des choses qui sont importantes de créer de la régularité aussi dans ces actions pour fidéliser euh, les usagers. Voilà, je ne savais pas trop quelles étaient vos attentes, donc j'ai essayé de brasser large, mais je vous laisse vraiment libre cours pour toutes vos questions sur le dispositif. Merci beaucoup. Oui, en effet, on arrive un peu au terme de cette journée. Alors, n'hésitez pas si vous avez des questions à poser à Alexandre, Alexandra, Clémentine ou Stéphane sur ces tiers-lieux éducatifs et sur J'ai vu qu'il y avait des départs. l'espace. Pardon? J'avais vu des petits départs, des petits au revoir, on doit y aller. Donc, du coup, je comprends. Est-ce que vous avez des questions entre vous? Est-ce que vous connaissiez les uns les autres, Alexandre, Alexandra, Clémentine, Stéphane? Est-ce que vous avez déjà échangé auparavant? Non, j'avais pas eu l'occasion, je crois pas.
Oui, je connaissais les dispositifs de chacun. Clémentine, je ne te connaissais pas. Alexandra, on s'est déjà croisés. On est pas très loin. On a les bureaux pas très loin. Et Stéphane, j'ai été venu 2, 3 fois aussi dans son lieu déjà. Et moi, je connaissais déjà aussi Thierry Edu et déjà des enseignants qui nous ont contactés là avec une idée de fabriquer du matériel pédagogique. Donc, je me suis dit, bah, tiens, c'est pile poil. Donc, je pense on va les orienter aussi vers votre plateforme de documentation là, parce que c'est vraiment super intéressant. D'ailleurs, du coup, j'en profite, vu qu'on a un petit peu parlé de forme scolaire aussi, et un peu de mobilier. Là, on va tester un nouveau format, le même format, mais au lieu de travailler sur la fabrication de matériel pédagogique pur, on va essayer de faire un événement spécifique sur la fabrication de mobilier, facilitant les apprentissages en open source. Donc, on va essayer de monter ça en 2026 et je vais essayer de le monter en Alsace dans un premier temps, mais en tout cas dans le Grand Est. Donc, je tiendrai au courant le réseau si on monte quelque chose. Et ça sera en Je trouve 2026. que la question de la forme scolaire, elle est vraiment tout à fait pertinente, notamment sur nos tiers-lieux, parce qu'on peut se permettre, quelque part, d'avoir cet effet créatif. C'est vrai que moi, je travaille à l'université, où même on citait les classes tout à l'heure, on est parfois contraint par l'espace, par le nombre, par les possibilités. Euh, mais on voit réellement la différence dans la terme de la dynamique de groupe et du bien-être au travail quand on considère les lieux dans lesquels on s'installe pour étudier. Et clairement, moi, je vois la différence entre mes étudiants quand je les avais dans des salles de cours lambda et ici, où ils viennent détendus avec une autre approche de la mise au travail aussi. Et je pense qu'il y a réellement des belles réflexions à avoir, y compris sur l'adulte dans ce type d'espace. Parce que bien souvent, on va contraindre l'enfant euh, à être sur sa chaise en bois bien dur pendant des heures. Et à l'adulte, on ne s'oblige pas à vivre ce type d'événement. Déjà, on s'autorise à se lever quand on en a besoin, à aller boire quand on en a envie, et avoir des assises qui sont conformes aussi à notre mal de dos. Et ça, c'est quand même appréciable quand on réfléchit aussi nos espaces d'enseignement pour pouvoir permettre tout bêtement ce bien-être dans les assises qui permettent aussi cette concentration attendue pour la mise au travail intellectuel. Donc, je suis très contente qu'il y ait du développement sur ces questions-là. Et je pense qu'un espace de coworking il ne peut être fonctionnel que si déjà on est bien installé. Une question de Ameline. Ouais, j'avais une question. Donc, c'était par rapport au. En fait, il y a des tiers-lieux éducatifs aussi qui sont portés par des associations d'éducation populaire. Et du coup, je me demandais, enfin, parce qu'avec Alexandre, on se connaît depuis longtemps, et on voit bien que c'est toujours compliqué le lien avec l'école. Et je me demandais dans quelle mesure, tout à l'heure, vous avez parlé que dans le cadre du projet Asteria, il y aurait peut-être une convention pour accompagner d'autres, enfin, plus de liens sur les territoires entre les tiers-lieux et les établissements scolaires. Euh, du coup, je voulais savoir si vous aviez une idée de comment vous imaginiez ça, sachant que il y a nous, par exemple, sur l'UNEVIL, on travaille dans le cadre en tout cas, on essaie de raccrocher le tiers-lieu éducatif à la dynamique de lycée 4.0 là, mais euh, c'est toujours un peu compliqué parce qu'en fait, on ne sait jamais vraiment avec qui travailler. Du coup, est-ce que ça fait partie des choses que vous avez identifiées sur la facilitation des innovations locales ou comment on peut les identifier dans le cadre d'Astérie ou autre? Voilà. Alors, je peux me permettre de répondre. Alors, on n'en est pas. Alexandra, votre micro? Trop loin, pardon, excuse. Mais ce qui me gêne là, pardon, je suis désolée. Oui, j'entends bien ce que vous me dites. Je vais vous avouer concrètement qu'on est vraiment au début de la mise en place du projet. Donc, l'avantage par rapport au problème que vous émettez, dans le sens où c'est toujours difficile de savoir à qui on peut s'adresser, qui identifier, on en a bien conscience. Et c'est là aussi tout l'enjeu d'avoir mis un humain en coordination sur ce tiers-lieu éducatif, ce qui
au regard des conditions à la fois budgétaires et à la fois humaines dans l'éducation nationale, est aussi une chance dans ce projet. Enfin, je le présente vraiment comme ça parce que c'est rare qu'on mette une personne dédiée à cette innovation. Donc voilà, je tiens quand même à le souligner, c'est plutôt pas mal. Et donc, ça veut dire qu'en territoire, le relais, pour pouvoir essayer de mettre en place des choses, notamment avec des structures partenaires, que ce soit associatives ou même collectivités territoriales, ce sera le directeur opérationnel. Et c'est ce qui va se faire un petit peu au cas par cas dans la vie du tiers-lieu au fur et à mesure qu'on est en train de les mettre en place. Donc pour le moment, comme on en a installé 3 là récemment à partir de mars, donc elles sont justement dans comment, la connaissance et l'identification de l'écosystème de leur tiers-lieu. Pour les plus anciens, ils avaient un mode de fonctionnement qui était un peu, on va dire, un peu plus restreint sur le territoire. Donc c'est pareil, ils sont en train d'ouvrir leur écosystème de partenaires. Mais, et c'est à nous aussi à communiquer dans les territoires, enfin du moins à eux aussi à communiquer dans les territoires pour se faire connaître et que vous puissiez aussi les identifier. Voilà, que ça marche dans les deux sens. Donc on est au tout début, ce que vous me dites m'interpelle et je le prends en note et on va réfléchir encore à comment on peut... je peux vous mettre quand même le lien vers le site de l'académie où vous pouvez nous contacter. Et après, derrière, je peux vous mettre en lien aussi avec la personne qui correspond à votre territoire, à votre bassin d'éducation et de formation, où il y a déjà un tiers-lieu. Parce que Lunéville, on a déjà un tiers-lieu. Voilà ce que je peux vous Oui, répondre. qui avait ciré sur Vesoul. Voilà, c'est ça. Après, en fait, on mène enfin, il y a déjà beaucoup d'actions qui sont mises en place avec les enseignants directement. Le truc, c'est juste qu'on voit bien qu'à un moment, il y a un plafond qui va être un peu de l'ordre de la coordination ou de comment on donne à voir ce qui est fait. Puisque là, pour l'instant, on bidouille, en fait. Il y a plein de projets qui sont menés, mais alors c'est soit dans des classes artistiques, soit avec des financements X ou Y. Enfin, on bidouille un peu pour trouver des financements. Mais du coup, c'est toujours un peu fastidieux. C'est pour ça que je me demandais. Enfin voilà, ma question c'est est-ce qu'il y aura un espace de capitalisation? Est-ce qu'il y aura. Mais j'ai bien entendu que je prendrai contact avec la personne à Ciré-sur-Vesouse pour en tout cas Lunéville. Et pour Épinal, je crois qu'on est déjà en lien. Ouais. Avec Jérôme Laheurte Bon, ou Nathalie Morisot. ok, je note. Voilà. Et oui, par rapport à la capitalisation, c'est aussi ce qu'on est en train de mettre en place. Forcément, si on veut mutualiser, il faut aussi pouvoir collecter. Alexandre en a parlé par rapport au commun et aux différents outils. Et on essaie justement de trouver des outils qui peuvent correspondre aussi à la fois éduc, hors éduc. C'est pas le plus simple. De même, la hiérarchisation, l'organisation de l'ensemble de ces projets qu'on voudrait mettre en commun. Et on a aussi un objectif enfin des objectifs de projet qu'il faut respecter. Donc oui, mais on est, enfin, ce que j'avais aussi un peu expliqué à Stéphane quand on avait préparé l'intervention, on est vraiment encore en co-construction. Mais ce que vous me dites m'intéresse vraiment parce que justement, c'est toute cette cohésion qu'on voudrait réussir à mettre en place. Donc je prends quand même note de de vos remarques qui m'intéressent beaucoup. Et bon, bah, si j'ai le droit, Camille, j'ai aussi une dernière remarque, c'est qu'en fait, nous, ce qu'on essayait de faire là au niveau de Lunéville, c'était d'essayer justement d'intégrer aussi la dynamique de territoire de l'enseignement supérieur. Enfin, d'essayer que le tiers-lieu éducatif, là, il soit au cœur de l'ensemble des dispositifs, puisque nous, on travaille pas mal avec l'enseignement supérieur. Et ça, du coup, on se demandait s'il y avait enfin, moi, j'avais cru comprendre qu'il y avait plus d'initiatives pour pouvoir mettre ou tenter des trucs sur les campus connectés. Et du coup, je voulais savoir s'il y avait une volonté enfin, régionale de l'université ou de l'État d'en mettre d'autres, ou si Ouais. j'avais bien compris. Je veux bien répondre à la question. Ouais. En fait, la volonté, clairement, suite au bilan, hein, il est sorti le 27 mai dernier, parce qu'à un moment donné, on n'était pas sûr qu'on ait une pérennisation, on nous a laissé longtemps en suspens. Puis en fait, à la fin de l'analyse du bilan opéré par la Banque des territoires, il a été marqué que les campus connectés avaient un réel impact positif sur les territoires et justement l'accès, hein, comme je le démontrais. Donc le ministère a annoncé qu'il soutiendrait les campus connectés à hauteur de 2 millions d'euros sur les 3 prochaines années. Pour les campus co qui ont, entre guillemets, pu se développer correctement, parce qu'il y en a qui fonctionnent mieux que d'autres, etc. Il y aurait en tout cas un maintien et une aide substantielle pour les maintenir
en place. Mais il y a aussi la volonté d'en ouvrir, et c'est ce que je disais tout à l'heure. Nous, on a Saint-Dié qui va ouvrir dans quelques mois, qui devrait faire sa rentrée de septembre. Et de ce que j'ai compris, le ministère autoriserait une ouverture de 10 campus annuellement sur des sites qui feraient les demandes. Et là, en juillet prochain, il y a un lancement de nouvelles candidatures, de nouvelles labellisations pour des campus connectés. Donc, il faut peut-être rester un petit peu en alerte sur cette question et voir effectivement s'il y a une possibilité de se positionner. Mais là, je sais pas plus, j'ai pas encore totalement cette info. En tout cas, elle n'est pas totalement valide. Si j'ai pu répondre à la question. Ah oui, c'est super, merci. Et on pourrait avoir accès au bilan qui a été produit, du coup? Ouais, totalement. Il est sur. Je vais le mettre en lien dans le chat, mais il est retrouvable aussi au niveau de la Banque des territoires. Bilan mi-parcours qu'on puisse connecter. Il y a toutes les Ok, données. super, Je vais le merci. mettre en lien tout de suite. On le repartagera dans le compte-rendu. Il y avait une question de Jérôme, il me semble. C'était peut-être un retour, mais je pense que vous avez déjà dû en discuter avec Stéphane et Alexandra, mais par rapport à ce que disait Alexandra sur l'arrivée de ses directeurs opérationnels et puis ce que soulevait Ameline, euh, on l'avait évoqué avec la DAN il y a 1 an et demi quand on avait commencé à échanger autour du projet Astéri, et je pense que ça serait vraiment intéressant de faire se rencontrer ces professionnels à minima et les tiers-lieux avec un caractère éducatif sur le territoire de la Lorraine, parce que ça pourrait apporter une première réponse à... Pour bosser beaucoup avec les Ducnat, on le sait, hein, et c'est pas toujours de mauvaise volonté, mais que comme toutes les grosses organisations, c'est déjà difficile à l'intérieur de prendre ses marques, de connaître tout le monde, et du coup l'ouverture vers l'extérieur, c'est un réel défi. Euh, et du coup, je pense que c'est le type d'action qui avait été évoqué, je sais pas si elle est toujours dans le viseur, mais qui pourrait vraiment contribuer à les ancrer dans leurs deux écosystèmes, en quelque sorte. C'est-à-dire, à la fois, bah, il y a celui de l'éducation nationale dont vous êtes garant, mais finalement qui soit ouvert aussi vers cet écosystème des tiers-lieux, des espaces du faire, et qui puisse aussi se saisir alors, du contenu qui est créé dedans, des dispositifs et des acteurs qui sont proches d'eux sur leur territoire. Je voulais vous remercier toutes et tous d'avoir participé à cette journée. Ah si, Stéphane? Ouais, ouais, juste pour dire à Jérôme qu'on est complètement en phase là-dessus. En tout cas, moi, c'est dans ce sens-là aussi que je travaille aussi avec Alexandra et avec Astéry. Je vous donne juste un exemple. Il y a quelques temps maintenant, je crois qu'il y a 2 ans à peu près, dans le cadre de notre partenariat avec l'Éducation nationale, on avait proposé un temps d'échange, d'acculturation sur les tiers-lieux, avec des visites apprenantes auprès de tiers-lieux du territoire. Donc ça, c'était pour des personnels du rectorat. On avait fait une visite apprenante à Blida et ensuite à Bornibus. Et je me souviens des temps d'échange à Bornibus super intéressants avec Vincent à l'époque, médiateur numérique, et les enseignants présents. Et tout d'un coup, le truc s'est transformé en temps de travail sur les techniques pédagogiques. Et voilà, le lien éducation populaire, éducation nationale était très très chouette à voir. Et pour répondre aussi à Ameline aussi, voilà, je pense que l'intérêt aussi, c'est d'arriver à rapprocher un peu toutes ces cultures en fait et ces écosystèmes et d'ouvrir un peu voilà, tous les lieux, quoi. Je proposais pour clôturer la journée de vous remettre quelques actualités du réseau pour qu'on puisse continuer à travailler ensemble et se retrouver. Donc Makerland, on en a parlé le 13 et 14 juin avec un rendez-vous le samedi 14 juin à midi pour les makers professionnels, Fab Lab et tiers-lieux, et un stand partagé le samedi après-midi. Le tiers-lieu tour, qui est donc une proposition du réseau Tiers le Grand Est, de visite de projets qui portent des transitions alimentaires entre Metz et Liverdun. Donc on ira voir une épicerie coopérative, une conserverie, une petite cantine, un ESAT et un jardin pédagogique notamment.
C'est gratuit, c'est pendant 2 jours et 2 jours de formation entre porteurs de projets de tiers-lieux avec le réseau Partage. Donc vous avez toutes les infos sur notre agenda sur le site de Tiers-lieu Grand Est. Un prochain temps de co-développement, donc c'est un format qu'on a expérimenté cette année, co-développement qui sera parfois en visio, parfois en présence, mais le prochain est en visio le 11 juillet. Et on s'attachera à se poser la question de comment on fait collectif entre intention et réalité dans les tiers-lieux. Donc vous pouvez vous inscrire également pour ce prochain temps de co-développement animé par le réseau. Et les journées portes toujours ouvertes, donc qui arriveront fin septembre, donc du 29 septembre au 5 octobre, un temps où on propose à tous les tiers-lieux du Grand Est et au national de s'ouvrir pour un temps de visite, d'ateliers, de rencontres, de spectacles, voilà, en fonction de vos programmations. Vous pouvez intégrer des programmations existantes dans cette semaine-là. L'idée étant qu'on soit le plus nombreux possible pour montrer la variété des tiers-lieux. Et le réseau Tiers-lieux Grand Est se propose d'organiser toutes les rencontres départementales pendant cette période-là. Donc, on se répartira le travail entre les 3 salariés et avec les référents départementaux pour venir sur les 10 départements. Organiser ces rencontres départementales, avoir des temps de travail entre tiers-lieux et des temps ouverts aux élus ou au grand public. On choisira ensemble le modèle en fonction des départements et des avancées et des sujets sur lesquels on travaille. Voilà sur la conclusion, les événements à venir pour nos adhérents, pour nos membres et pour les tiers-lieux du Grand Est. Je vous remercie toutes et tous d'avoir assisté à cette journée en visio. Donc, pas évident de rester concentré pendant ces 6 heures, mais vous avez bien joué le jeu. Vous nous avez aidé à bien animer ce temps-là et on vous proposera rapidement un temps de rencontre régionale en fin d'année ensemble en présence. On est en train de construire cette proposition avec les membres du collège. Voilà, on vous remercie, on vous enverra donc le compte rendu et on mettra en ligne la vidéo pour retrouver les informations qui vous manqueraient éventuellement sur cet échange. Voilà, merci à tous et à toutes. Bonne fin de journée.